Nous allons pouvoir procéder à la première audition de ce jour en entendant M. Omar Youssef Suleiman. M. Suleiman, vous êtes né en Syrie, vous avez trouvé asile en France en 2012. Vous avez depuis publié plusieurs ouvrages, dont certains ont d'ailleurs reçu des prix. Et c'est pour l'un de ces ouvrages que vous êtes auditionné aujourd'hui, puisque vous avez fait paraître tout récemment, au début de ce mois, un livre intitulé « Les complices du mal ». Vous y évoquez les liens qui existeraient entre des mouvements islamistes et certains représentants de partis d'extrême gauche et soulignez l'influence que le conflit israélo-palestinien aurait eu sur ce rapprochement. Vous décrivez des discours victimaires qui assimileraient la position française dans ce conflit à une politique menée contre l'ensemble des musulmans, associant volontairement ces derniers aux intérêts du Hamas, alors que ce groupe est désigné comme terroriste par la France et par l'Union européenne. Vous dénoncez également les visées électoralistes de ce type de discours. Si les travaux de la commission d'enquête ne visent pas tel ou tel parti ou telle sensibilité politique, mais s'intéressent bien à tous les élus politiques, puisque des liens entre mouvements islamistes et élus politiques peuvent apparaître dans différents territoires et pour différents motifs, les constats que vous dressez n'en manquent pas moins de nous interroger. Aussi, je vous soumettrai, monsieur, quelques questions en guise d'introduction de nos travaux, et puis je vous proposerai de prendre la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, puis notre rapporteur posera ses questions, et afin que chacun puisse s'exprimer, j'inviterai mes collègues, s'ils le souhaitent, à intervenir et à poser leurs questions. Nos travaux portant sur les mouvements islamistes en France et sur leur stratégie pour nouer des liens avec les élus nationaux locaux, je souhaiterais que vous nous indiquiez tout d'abord comment se manifestent ces liens. Sont-ils conjoncturels, liés notamment au contexte international, ou vous semble-t-il plus durables? Et deuxièmement, pensez-vous que ces liens traduisent une forme d'adhésion aux finalités poursuivies par les mouvements islamistes en cause, alors même que ces finalités sont incompatibles avec les valeurs de notre démocratie et de notre République? Je fais référence, bien sûr, à l'inégalité entre les hommes et les femmes ou à la charia. Ou est-ce que ça traduirait davantage une forme d'opportunisme politique? C'est la question, effectivement, que nous pouvons nous poser. En vous remerciant pour les éléments que vous allez nous communiquer, je vous invite en préalable à nous déclarer, le cas échéant, tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous invite, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous laisse la parole, Monsieur Suleiman. Bonjour. Effectivement, c'est la plus grande question. Comment ça manifeste ce lien entre la France insoumise et les islamistes? Est-ce qu'il s'agit d'un soupçon ou des éléments factuels? C'était la question que je me suis posée pendant des mois et des mois. Je raconte très brièvement d'abord la raison pour laquelle je me suis posé cette question, et y compris la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est que je viens de la Syrie, un pays dominé par les islamistes. J'ai vécu les premières 25 années de ma vie en Syrie et 3 ans en Arabie Saoudite, où j'ai étudié le Coran et le Hadith, ça veut dire la parole de Mahomet. Ensuite, il y avait la révolution syrienne qui a commencé en 2011, où j'étais impliqué, j'étais engagé comme des milliers de jeunes Syriens à l'époque. Et c'était une révolution socialiste contre un régime fasciste qui s'appelait Bachar al-Assad. Et ce sont les islamistes qui ont détruit cette révolution. Plus tard, 1 an après, je me suis échappé de la Syrie. J'ai fui cette ambiance terrible où on était entre la peste et le choléra, entre le régime de Bachar al-Assad et les islamistes vers la Jordanie. En Jordanie, je demande l'asile politique en France. Arrivant en France, une des premières choses qui m'a vraiment choqué, c'est de retrouver cette ambiance de laquelle j'ai fui. Autrement dit, j'ai vécu pendant 7 ans dans la banlieue parisienne et j'étais toujours tellement surpris du fait que certains imams et des imams radicaux soutenaient M. Mélenchon sans aucune réserve. C'est ça ce qui a déclenché vraiment chez moi cette question. Mais pourquoi, etc. Voilà. Alors, comment ça se manifeste aujourd'hui? C'est vraiment la plus grande question sur le député.
On a pas mal des éléments. Parce que d'ailleurs, je précise qu'à la suite de massacre de 7 octobre, je suis allé dans des dizaines de manifestations organisées soit par la France insoumise directement, soit par une association islamiste, antisémite, sans aucune réserve, qui s'appelle Urgence Palestine. Et ces manifestations étaient souvent organisées soit place de la République, soit à la Nation. Mais la plupart du temps, c'était place de la République. On a pas mal d'éléments. Premier, je commence avec M. Omar Al-Soumi. Omar Al-Soumi, il a fondu cette organisation Urgence Palestine le lendemain du massacre de 7 octobre. Il a salué à plusieurs reprises. D'ailleurs, je tiens à préciser que tout ce que je dis est déjà documenté avec des photos et des vidéos que j'ai prises pendant ces manifestations. Et donc, ou des audios enregistrés. Voilà. Et donc, Omar Al-Soumi a salué le déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom de massacre de Hamas le 7 octobre. C'est la même personne, Omar Al-Soumi, qui organise ces manifestations côte à côte avec des députés comme Mathilde Panot, Thomas Bortes, Ercilia Sodé ou d'autres députés qu'on trouve régulièrement durant ces manifestations. On a d'autres noms. Alors, mais d'abord, je termine avec Urgence Palestine parce que c'est important. Il y a Urgence Palestine et il y a une autre association qui s'appelle Perspective musulmane. Perspective musulmane, les deux personnes les plus actives chez eux, on a Ahmed Ibrahim et Maria de Corta, si je ne me trompe pas de nom. De Cartena, pardon, Maria de Cartena. Alors, Ahmed Ibrahim, qui est aussi militant à Urgence Palestine, a déjà déclaré que la Palestine est une terre d'islam. Ahmed Ibrahim, il manifeste régulièrement avec les députés de la France insoumise. Maria de Cartena a déjà déclaré que la guerre contre le terrorisme est en vérité une guerre contre l'islam. C'est pareil, Maria, elle manifeste avec ces gens régulièrement. Alors là, on est encore dans les soupçons. C'est-à-dire, quand on voit, là, ça c'est vraiment la réponse la plus régulière de la part des élus ou des militants de la France insoumise, quand ils disent qu'on va dans ces manifestations avec la bonne foi. Et ici, je tiens à préciser que je n'accuse à aucun cas ceux qui manifestent avec cette bonne foi. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des victimes à Gaza. Ils voient qu'il faut faire quelque chose. Ils sont hors de mon sujet. Moi, vraiment, ce livre, il est vraiment... je l'ai écrit uniquement sur qui organisent ces manifestations et qui ont un projet politique islamique derrière cela. On a un troisième... on a un des députés les plus actifs dans ces manifestations, Thomas Bortes. Thomas Bortes, il est déjà, d'ailleurs récemment, il est allé au Liban avec Salah Hamouri. Salah Hamouri est un militant à FPLP. FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, une organisation considérée comme terroriste en Europe. Thomas Bortes, une fois qu'il est allé au Liban, il s'est rencontré plusieurs personnes de FPLP. Et je cite ici deux personnes que j'ai réussi à découvrir les noms. On a Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, d'ailleurs, il a déjà posté sur X qu'il s'appelle Marwan Memdel-Al. Il s'est trompé avec son nom. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais une fois que j'ai identifié la photo publiée de sa réunion avec Salah Hamouri et Marwan Abdul-Al et d'autres personnes de FPLP, je confirme qu'il s'appelle Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, c'est un militant de l'organisation de Hezbollah, organisation considérée comme terroriste. Il est allé d'ailleurs dans le funérail de Hassan Nasrallah, début de l'année 2024, en février dernier. La deuxième personne, il est membre à FPLP, bien sûr. La deuxième personne rencontrée par Thomas Bortes, elle s'appelle Aitam Abdo. Aitam Abdo, c'est le chef, c'est-à-dire c'est vraiment le chef de FPLP au Liban. Et les terroristes sont réservés. Troisième personne, c'était pas rencontré visiblement, parce que il était déjà tué par Tsahal, il s'appelle Kamal Adwan. Kamal Adwan, Thomas Bortes l'a rendu hommage lors de sa visite
au sud de Beyrouth. Et aujourd'hui, il est enterré dans un ministère, il est enterré dans un cimetière qui s'appelle les Martyrs de la Palestine. Et donc, Kamal Odwan, elle a déjà tué 11 civils israéliens en 1962 dans le cadre d'un attentat qui s'appelle l'attentat de Munich. Là, je donne juste des éléments, des exemples. Je peux continuer, monsieur le député, on en a beaucoup. Vous me dites, j'arrête, je peux arrêter quand vous voulez. On a Mulika. Mulika, c'est une suppliante d'un élu de la France insoumise. Elle a déjà participé à l'ouverture d'une mosquée qui s'appelle Al-Rahma. C'est une mosquée dans la banlieue de Lyon. Cette mosquée a déjà accueilli un djihadiste tunisien à plusieurs reprises. J'ai réussi à identifier sa parole, ses reprises, ses engagements. Il appelle à éliminer les Juifs, il appelle à tuer tous les Israéliens et il fait la gloire sans réserve pour le Hamas depuis le 7 octobre. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, en fait, il y a pas mal de déclarations, surtout par rapport à ce djihadiste, par exemple, qui étaient dites dans la langue arabe. Et vu que la langue arabe est ma langue maternelle, j'en ai profité pour traduire cette parole et je l'ai publié dans mon livre. Parmi les autres noms que j'ai identifiés, on en a beaucoup quand même. On a Mohamed Awad. Awad, c'est aussi un islamiste radical que la France insoumise l'a choisi pour être candidat. Moi, je trouve que c'est vraiment très dangereux pour les élections législatives l'année dernière. Je termine avec Sébastien Delegui. Sébastien Delegui a été salué à plusieurs reprises de la part des chaînes islamiques radicales pro-Hamas, y compris Al Jazeera, y compris Al Mayadin et d'autres chaînes. Et une des personnes qui l'a vraiment soutenu, il s'appelle Sayyid Yahya Gouasmi. Yahya Gouasmi a déjà, j'ai fait une recherche sur cette personne, il a créé un centre qui s'appelle Zahra. Zahra, c'est un centre chiite, djihadiste, qu'il a créé ici à Paris. Il était fermé pour des apologies de terrorisme. D'ailleurs, c'était déjà publié pour le ministère de l'Intérieur. Eh bien, une fois qu'il a salué Sébastien Delegui, parce qu'il a levé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, Sébastien Delegui a répondu à cette personne sur les réseaux sociaux pour lui remercier. Alors, ça, c'est certains éléments que je me souviens, mais on en a pas mal. Alors, peut-être vous pouvez me poser une autre question et je rebondis. Voilà. Merci, M. Suleiman. Je vais laisser la parole à notre rapporteur. Merci, M. Suleiman, pour votre présence aujourd'hui. Donc, j'ai pris lecture avec beaucoup d'intérêt de votre ouvrage, qui est assez intéressant. J'ai été marqué notamment par votre histoire en Syrie et par l'envie qui est la vôtre que ça ne se reproduise pas, ce que vous avez vécu durant votre jeunesse en Syrie, ici en France, et par le choc que vous avez eu en découvrant certains ingrédients, un antisémitisme galopant, un entrisme islamique fort sur certains pans de la République qui vous ont marqué. J'avais été frappé aussi par vos dires par rapport au sentiment, enfin à une certaine éducation antisémite qu'on peut voir dans certains pays du Moyen-Orient et que vous retrouvez quelque part ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, par rapport à cette formation à l'antisémitisme finalement qu'on peut retrouver sur certains territoires de la République? La raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre et j'ai pris ce risque, c'est que je ne voulais pas que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine font la même chose en France, pays que j'ai adopté, qui m'a adopté. L'antisémitisme a toujours été présent, malheureusement, au Moyen-Orient. Cela fait partie essentielle de la religion. Et là, il faut vraiment préciser que quand je parle de la religion, je parle d'un projet islamique radical qui était fondé dans les années 20, plus précisément en 1928, par les frères musulmans en Égypte, par une personne qui s'appelle Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, son idéologie, la base de son idéologie, était
faire le djihad contre les Juifs dans la terre en Palestine à l'époque. C'était avant la naissance même de l'État israélien. Je pense que c'est ça ce qui a déclenché l'antisémitisme au Moyen-Orient. Parce que cela a déjà existé dans le texte. Or, les islamistes, ils prennent ce texte parce que dans plusieurs religions, on trouve des textes extrêmement radicaux et appelant à la haine. Mais le rôle d'un islamique, de reprendre ces textes et les diffuser en public et faire construire un projet politique. Donc il y avait des groupes djihadistes appartenant aux frères musulmans qui allaient pour faire le djihad contre les frères musulmans. Et c'était dans la même période où Amin al-Husayni. Amin al-Husayni, c'était le mufti d'Al-Quds. D'ailleurs, ça c'est bien à préciser que plus tard, Amin al-Husayni a rencontré Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les deux, ils ont construit une armée qui s'appelle l'armée des musulmans, qui faisait partie de l'armée des nazis. Et il y avait 20 000 musulmans là-dedans. La plupart d'eux, c'était de l'Europe de l'Est. Pourquoi je raconte ceci? Pour dire les liens. D'ailleurs, on a même découvert dans les archives qu'il y avait un lien entre même Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et les nazis. Pour tous ces éléments, ou disons, tous ces éléments ont déclenché cette haine envers les Juifs. Bien plus tard, alors la construction de l'État, ou la naissance de l'État israélien, pendant toute cette histoire, c'était ce qui a même encore augmenté cette intensité. Vous imaginez, monsieur le procureur, qu'on avait 800 000 Juifs vivaient au Moyen-Orient avant la naissance de l'État israélien. Aujourd'hui, on n'a même pas 30 000. Donc toutes ces personnes qui vivaient ici depuis des centaines, même des milliers d'années, c'était dans leur pays, en Syrie, en Irak, au Liban, même dans les pays du Maghreb. Oui. Donc je trouve cette antisémitisme, parce que c'était insupportable pour eux. Dans ma ville maternelle, à côté de Damas, qui s'appelle Kotaïfa, déjà dire d'être juif, ça veut dire on insulte une personne. Moi, c'est ça tout ce que je me souvenais de mon enfance vis-à-vis de ce mot. Quand on se défend, on dit je ne suis pas si juif pour me traiter si mal, vous voyez, parce que les juifs sont traités même pas comme des êtres humains. Dans le Coran, on a 40, si je ne me trompe pas, on a plus que 41 versets qui parlent des juifs, surnommant les fils d'Israël, le prophète. Et dans aucun cas que les juifs étaient bien traités. Encore une fois, on ne parle pas d'un Coran pratiqué dans la religion par croyance individuelle, on parle d'un projet politique. Plus tard, pour revenir à votre question, arrivant en France, c'était extrêmement choquant. Pour moi, qu'est-ce que c'est la France? La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est de vivre ensemble, c'est la diversité, c'est disons, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'appartiens à cette France que j'aime beaucoup. La France de Jean Jaurès, que j'avais lu même avant d'arriver en France. La France de Paul-Éluard, de la Résistance. C'est pas là, en fait, c'est pas dans ce pays où on dit on doit éliminer ou détruire un pays qui s'appelle Israël. D'ailleurs, Thomas Bortes, pour revenir à votre question, monsieur le député, Thomas Bortes a déclaré en mois de juillet dernier, là je cite par la chaîne Al Jazeera, qu'il faut libérer l'ensemble de la Palestine. Je tiens à confirmer que quand on appelle à la libération de l'ensemble de la Palestine, ça veut dire on appelle à détruire un État qui s'appelle Israël, où 75% des habitants sont juifs. Donc, ça, c'est, à mon avis, ça, c'est de pur antisémitisme. D'ailleurs, dans la plupart des manifestations ici, organisées soit par la France Insoumise, soit par Urgence Palestine, ou d'autres associations palestiniennes, on appelle, en fait, ça a devenu comme, oui, dans la normaliser l'idée de détruire un État qui s'appelle Israël. Et je me demande donc, est-ce qu'on a déjà appelé une fois à détruire l'ensemble de la Russie qui lance une guerre contre l'Europe? À mon avis, non. Je n'ai jamais entendu de ça. On fait des manifestations en critique à un régime qui s'appelle Poutine. Et on a tous les droits de critiquer un régime qui s'appelle, ou un gouvernement qui pourrait être extrémiste en Israël ou ailleurs. On n'a pas le droit d'éliminer un État tout en entier. Ce discours, plus précisément, c'est dans lequel on était éduqué, dans lequel on a grandi. Chaque matin, quand on allait à l'école en Syrie, on répétait la mort à Israël. Ça veut dire qu'on devait jeter tous les Juifs, parce que les Juifs et Israéliens en Syrie, c'est tellement similaire, dans la mer, dans la Méditerranée. Donc revivre ça
revoir ça ici en France, pour moi, c'est insupportable et c'est horrible. Merci, Monsieur Souleymane. Je pense que c'est un message très fort que vous portez aujourd'hui. Je voudrais revenir sur l'islamisme en France. Vous considérez qu'il existe aujourd'hui un risque que la France soit détruite par la folie radicale des islamistes. À quel point, selon vous, ce risque est-il avéré et comment cette menace peut-elle se matérialiser concrètement? Pardon, si j'ai bien compris, votre question concerne comment ça pourrait emmener au chaos, tout ça. Voyons l'intensité d'ailleurs dans ces manifestations, les dizaines de manifestations qui étaient organisées par LFI et ces islamistes. Ce n'est pas un appel à la paix, mais un appel à la haine. Voyons à quel point les actes antisémites ont été augmentés depuis le 7 octobre. Je n'ai pas les chiffres dans l'esprit pour l'instant, mais tout est documenté selon plusieurs enquêtes, les actes contre les Juifs en France. En France, on a 5 millions, environ 5 millions musulmans et on a environ 500 000 Juifs. À mon avis, selon tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai rassemblé comme preuves et des éléments, disons, le projet de la France insoumise, en faisant ces liens avec les islamistes, c'est déclencher l'intensité entre ces deux communautés par plusieurs manières. Premièrement, quand ils s'adressent aux musulmans en tant que musulmans, mais pas en tant que citoyens français, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Quand ils répètent sans cesse que les musulmans sont en danger et l'ensemble de la France est un État islamophobe. C'était Mélenchon qui l'a déclaré suite au crime qui était horrible qui était commis contre Boubacar dans une mosquée à Paris. D'ailleurs, le criminel n'était pas français, il était serbe. Mais peu importe, c'est condamné à tout, sans réserve. Et je pense que ce discours victimaire, comme quoi que la France est un pays islamophobe, c'est-à-dire on met les musulmans à l'écart et on les adresse comme des victimes, comme des malheureux, et pas comme nos compatriotes. Vous voyez, monsieur le procureur, moi j'ai obtenu la nationalité en 2022. Ma famille est musulmane, ma mère est voilée. Tout mon entourage sont vraiment pratiquants. On s'en fiche complètement si je crois en Dieu ou pas. On s'en fiche complètement si je suis musulman ou pas. C'est quoi la différence entre nous ici dans cette salle? On est des citoyens. On appartient à cette France. Pour moi, c'est ça ce qu'il compte aujourd'hui. Et malheureusement, ce discours est complètement absent chez LFI. Ils n'arrêtent pas d'appeler des musulmans comme des musulmans, viser les musulmans. Et je pense que c'est un discours séparatiste. Par rapport au chaos, on a déjà les actions antisémites, surtout depuis qui étaient doublées plusieurs fois depuis le 7 octobre. On a même les agressions contre les musulmans. Et ici, je tiens à préciser que rien n'est pire pour les musulmans en France, comme le projet islamique, et surtout l'alliance entre les islamistes et la France insoumise, parce qu'à mon avis, ces musulmans sont pris en otage par un projet séparatiste. Merci. Merci, Monsieur Souleymane. Je voudrais revenir sur les manifestations auxquelles vous avez participé et dont vous dites avoir des documents justificatifs, des vidéos, des preuves, des participations des uns et des autres. Le 5 octobre 2024, place de la République, il y avait une manifestation organisée par le collectif Urgence Palestine, qui a été créé le 8 octobre 2003. Et selon vous, étaient présents Madame Soudet, Monsieur Porte, Monsieur Boyard, Madame Aubry et Monsieur Mélenchon. Et surtout était présent Monsieur Omar Assoumi, qui est le garde du corps de Rima Hassan, et qui aurait appelé à cette occasion à la résistance armée. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces propos que vous avez tenus dans votre livre, s'il vous plaît? En fait, non, Omar Assoumi, ce n'est pas le garde du corps de Rima Hassan. Omar Assoumi, c'est le fondateur d'Urgence Palestine. Mais le garde du corps de Rima Hassan, c'est aussi un militant très actif à Urgence Palestine. Ça, c'est aussi un élément très grave à ajouter. Mais ce n'est pas Omar Assoumi. Omar Assoumi, il avait plusieurs rapports, d'ailleurs, antisémites. Et ici, je tiens à citer aussi Mehdi Meftah. Mehdi Meftah, il fait partie de l'indigène, le mouvement politique l'indigène. Et il avait déjà manifesté des années auparavant, où il a déclaré, d'ailleurs, Mehdi Meftah, il manifeste régulièrement avec Ercilia Sodé, avec Mathilde Panot, Thomas Porte et d'autres députés.
Et j'ai réussi à arriver à une déclaration vraiment dangereuse sur le chaîne Al-Mayadeen, qui appartient qui soutient sans réserve Hezbollah et l'Iran. C'est une chaîne libanaise où il a considéré que la loi contre le séparatisme, c'est comme une loi qui vise les musulmans en France. Voilà, je confirme tout le reste des éléments que vous avez cités. Merci. Alors, vous parlez dans votre ouvrage chez Page 18 d'une complicité toxique entre les islamistes et LFI, qui donne d'ailleurs son titre à votre ouvrage. Pourriez-vous revenir sur les exemples concrets de cette complicité qui vous semblent les plus marquants, même si vous en avez déjà évoqué quelques-uns? Pourquoi mettre en avant le cas de Rima Hassan? Et est-ce que d'autres partis politiques sont concernés par des liens éventuels avec les mouvances islamiques? À part de, oui, merci. À part de la France insoumise, non, je vise aucun. Ce que j'ai découvert, il n'y a pas de parti politique qui est concerné par cette alliance. Et aussi, les députés qui ne manifestent même pas dans les comme ce que j'ai pas vu, vous voyez. Parce que, monsieur le procureur, moi je témoigne. C'est vraiment très important de le dire pour moi. Je témoigne ce que j'ai vu, oui, ce que je constate. Donc non, il n'y a pas d'autres partis politiques. Par rapport à Rima Hassan, elle est sur la couverture pour plusieurs raisons. D'ailleurs, elle est vraiment le sujet, c'est pas le sujet principal du livre, mais c'est le fil rouge du livre. Parce qu'elle vient de la Syrie, je viens aussi de la Syrie, je connais la ville ou la commune dans laquelle elle est née, qui s'appelle Nayrab, c'est à côté d'Alep. Plusieurs choses, plusieurs rapports. Je commence avec les choses qui m'ont choqué chez Rima Hassan, puis je termine avec les éléments les plus graves. Ce qui m'a tellement choqué chez Rima Hassan, c'est que quand elle est rentrée en Syrie, début de l'année 2024, elle a déclaré à la chaîne Al Jazeera qu'elle est rentrée parce qu'elle se sentait en sécurité, à Nayrab, et elle a fui la France parce qu'elle était menacée à mort. Comment on peut se sentir en sécurité chez un régime fasciste comme celui de Bachar al-Assad? Pire, le Nayrab, la commune de Rima Hassan, a été contrôlée par Faylaq al-Quds. Al-Quds, c'est une milice iranienne en collaboration avec des milices de Bachar al-Assad. Deuxième chose qui m'a tellement choqué, c'est qu'elle n'a jamais condamné le boucher de Damas qui a assassiné des centaines de milliers de Syriens, y compris des Palestiniens. Vous voyez, selon les chiffres, on a 98 Palestiniens qui ont été arrêtés par le régime de Bachar al-Assad de camps en Irak et des dizaines d'autres camps ou d'autres villes en Syrie. Zéro condamnation de la part de Mme Hassan. Moi, je trouve que c'est un double standard. C'est-à-dire comment on peut défendre les Palestiniens. On se concentre uniquement sur les Palestiniens en Israël et on abandonne les Palestiniens en Syrie. Comme si rien ne s'est passé. Troisième chose qui m'a choqué, c'est qu'elle n'a jamais reconnu la France. Rima Hassan est arrivée à l'âge de 9 ans en France. Moi, je suis arrivé à l'âge de 25 ans. C'est la France qui m'a construit, c'est la France qui m'a sauvé la peau, qui m'a donné la liberté d'expression. Et le moment le plus fort où je me suis senti français, c'est quand je suis rentré en Syrie, 13 ans après. C'était le mois de janvier dernier. Et quand on dit qu'on appartient à cette France, ce n'est pas un discours nationaliste. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux quand on insulte jour et nuit cette France en la considérant comme le pays colonialiste qui souhaite à détruire encore le Moyen-Orient, tout en considérant l'Algérie ou l'Alger comme la Mecque de la liberté, ce que Rima Hassan a déclaré. En même temps, c'est le régime algérien qui a emprisonné un écrivain français franco-algérien qui s'appelle Boualem Sansal. Zéro condamnation de la part de Rima Hassan. Je crois que Rima Hassan, elle incarne elle incarne la haine de la France. Et Rima Hassan, c'est tout ce qu'elle fait, c'est vraiment honteux. Et j'ai la honte que Mme Hassan me représente au Parlement européen. Je vais vers les éléments. Rima Hassan, elle est allée au Liban en 2024 pour faire un projet. Elle était en fait entre la Jordanie et au Liban. Elle a fait un projet artistique qui s'appelle S'émouvoir, qu'il s'agit des photos sur les réfugiés palestiniens dans ces deux pays. Elle a incarné un verset djihadiste
que j'ai intégré dans le livre, je le cite en arabe très vite, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Je vais traduire très vite en français. Ne pensez pas que ceux qui sont morts au nom de Dieu, qui sont vraiment morts mais sont vivants dans le paradis de Dieu. Donc ce verset, c'est la base d'Al-Qaïda, de Daesh, de Hamas. C'est vraiment leur discours, c'est le verset le plus inspirant pour les martyrs de djihad islamique, partout dans le monde entier. C'est le verset le plus dangereux dans le Coran. Après, un autre verset qui est dans le Surat Al-Anfal, peut-être je reviendrai tout de suite parce qu'il est très important, qui appelle à se préparer pour faire des attentats ou pour faire le djihad. En fait, on a pas mal des éléments concernant Madame Hassan. Il y a aussi le témoignage d'une ancienne députée de LFI, la France Insoumise, qui a quitté la France Insoumise, qui m'a confirmé, que je cite d'ailleurs dans le livre, que c'est une femme vraiment courageuse, m'a confirmé que la Rima Hassan pensait que Bachar al-Assad est le moins, disons, mal pour la Syrie. Je termine avec la flottille pour Gaza, parce que c'est vraiment important. On a beaucoup parlé de ce sujet ces derniers mois, et déjà dans la presse ça existe, parce qu'ici, en fait, je ne souhaite pas répéter ce qui était déjà dit. Je souhaite dire des choses exclusives, des choses nouvelles pour ne pas perdre votre temps. On avait déjà parlé des soupçons comme quoi que la flottille pour Gaza était organisée par Zahir Biraoui, que je cite toute l'histoire dans le livre. Zahir Biraoui, c'est un collaborateur avec le Hamas, mais ce qu'on n'a pas encore cité dans la presse, c'est que le nom de Mohamed Sawala. Mohamed Sawala, c'est le fondateur de Hamas en Cisjordanie. Aujourd'hui, c'est un militant armé quand même. Aujourd'hui, il est réfugié au Royaume-Uni. C'est aussi un collaborateur avec Zahir Biraoui. Et tous les deux, ils sont très actifs dans ce sujet. Et je pense que le plus grave, pendant ma recherche de l'histoire de Zahir Biraoui, c'est qu'il a travaillé comme journaliste à une période de sa vie dans une chaîne islamique qui s'appelle Al-Hiwar, ça veut dire le dialogue. Et il a interviewé même Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, l'ancien chef de Hamas. Et Ismail Haniyeh a déclaré qu'il faut vraiment se concentrer sur briser le blocus de Gaza afin de changer la politique internationale en parlant de ces flottilles. Donc, est-ce qu'on a besoin encore d'autres preuves pour dire que cette flottille n'a rien à voir ni pour transmettre, ni pour emmener des aides humanitaires pour Gaza ou pour aider les civils de Gaza? C'est qu'un projet politique islamique pour faire la gloire à Hamas. Merci. Je voudrais rester sur ces manifestations auxquelles vous avez assisté, et notamment celle Place de la Nation du 8 septembre 2024. Lors de cette manifestation étaient présents, selon vous, Madame Hassan et Monsieur Porte, qui est en présence d'Elias Imzalen, qui est fiché S et conseiller politique d'Urgence Palestine. Sous le regard, donc, selon vous, des députés, les discours se sont enchaînés avec des termes assez peu conventionnel, Israël assassin, Macron complice, et puis vous avez traduit en arabe du fleuve à la mer, la Palestine est arabe, ce qui est clairement une invitation à l'éradication pure et simple de l'État d'Israël. Vous avez vu aussi la présence à cette manifestation de Rami Shahat, qui a été emprisonné en Égypte entre 2019 et 2022 pour soutien à une organisation terroriste et qui n'a pas hésité sur sa page Facebook à publier « Si Gaza brûle, Paris brûlera aussi ». Monsieur Bompard était aussi présent à cette manifestation, selon vous, ainsi que Madame Soudet et Monsieur Porte. Il y a eu des prises de parole et une banderole qui a été déployée en soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est terroriste libanais du FLLP. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tous ces dires et nous donner des informations complémentaires sur ce qui s'est réellement passé lors de cette manifestation, s'il vous plaît? Le 8 septembre, oui, 2024. Le procureur, mais vous êtes le rapporteur, pardon, je me suis trompé de nom. Oui, effectivement, par rapport à... Je commence par Rami Shahat. Rami Shahat, c'est un militant palestinien qui a vécu en Égypte, qui était emprisonné en Égypte par apologie de terrorisme
puis il vient en France. Et lui, son discours, c'est sans réserve. Ça veut dire antisémite sans réserve. Le 8 septembre 2024, Blaise de la Nation, il a nommé les Juifs comme des ennemis. Il a dit vraiment Juifs, Yahoud, en arabe. Le traducteur, la personne qui a traduit sa parole, c'était Omar Al-Soumi. Il n'a pas dit Juif, il a dit Israélien. Dans la même manifestation, pour ajouter aussi d'autres éléments, je trouve qu'il est vraiment intéressant, il y avait Ilyas Demzalen. Ilyas Demzalen, c'est un prédicateur salafiste. Et il est arrivé, en fait, il a pris la parole. D'ailleurs, il est arrivé avec Rima Hassan et il a pris la parole à la fin de la manifestation. Moi, j'étais vraiment devant lui, face à lui, j'étais en train de filmer. D'ailleurs, j'étais grimé. Et je trouve que c'est vraiment triste d'être grimé, parce que ce qu'on faisait en Syrie, quand on se manifestait contre le régime de Bachar al-Assad, je m'imaginais que je devais être grimé pour pratiquer mon travail ici en France, en 2025, place de la République ou à la Nation quand même. Je trouve que c'est terrible, mais bon. Donc, Ilyas Demzalen, il avait plusieurs rapports à ce jour-ci extrêmement graves. Premièrement, il a appelé à faire l'intifada à Paris, dans la banlieue parisienne. Et deuxièmement, il a salué ceux qui renversent les Merkava aujourd'hui à Gaza. Il a aussi souhaité de faire la prière à Jérusalem, capitale de tous les révoltes dans le monde, etc. En fait, ça m'a fait vraiment... j'étais tellement en colère contre ces rapports manipulateurs. Vous savez pourquoi? Parce que dans la même manifestation, j'étais entouré par des jeunes venant ici avec de la bonne foi. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire être intifada. S'ils le savaient, j'étais sûr et certain qu'ils n'allaient pas applaudir Ilyas Demzalen. Là, ça me fait tellement... ça me renvoie à l'idée que vous avez abordée tout à l'heure sur le chaos en France. Ilyas Demzalen, il incarne ce chaos en appelant à l'intifada. Donc j'ai publié la vidéo sur X ce jour-ci, ce que j'évite habituellement, mais j'étais tellement en colère. Il y avait une association qui a porté plainte juste après, qui s'appelle Léa. Après, il y avait un procès, je suis allé au tribunal et j'étais tellement harcelé par les soutenants d'Ilyas Demzalen au tribunal même. Là, j'explique très vite, en fait, pourquoi c'est très dangereux, les propos d'Ilyas Demzalen. Premièrement, le mot à l'intifada. Contrairement à ce qu'Ilyas Demzalen a dit lors de procès, comme quoi qu'il souhaite faire un intifada dans la démocratie, dans les élections, disons, dans le système français. C'est complètement faux. C'est faux. La première fois où le mot intifada a été utilisé, c'était en 1987 par Hamas. C'était d'ailleurs l'année de la naissance de Hamas. L'intifada a été déclenchée. Voyons le résultat. Combien de milliers de personnes ont été tuées, combien de civils ont été assassinés entre 1987 et jusqu'à 1993 avec l'accord d'Oslo. Avec la deuxième intifada, dans les années 2000, on avait aussi pareil. Le Hamas, il avait un rôle très très grave là-dedans. Donc je ne pense pas du tout que l'intifada c'est un mot pacifique, c'est un mot de haine qui doit être interdit en France. Deuxième chose, je pense que par rapport quand il a salué ceux qui renversent les Merkava, le Merkava c'est le charrier, le blindé israélien, c'est vraiment la fierté de Tsahal. Ceux qui le renversent aujourd'hui sont le Hamas, il n'y a personne d'autre, le Hamas ou le djihad islamique. Ilyas Demzalen s'est défendu en disant qu'il saluait les enfants qui jetaient des pierres contre Tsahal. D'ailleurs, il a référencé ceci à la deuxième intifada, ce qui est complètement faux. Ce que l'on renverse sur Merkava aujourd'hui, c'est uniquement le Hamas. Par rapport aux autres éléments, je reviens en fait à Ammar Lasfar. C'est très important pour terminer là-dessus. Ammar Lasfar, c'est un prédicateur islamiste en France qui est l'ancien président de MF, musulmans de France. Ammar Lasfar, dans les années 90, là en fait, juste pour parler à quel point ce projet islamiste est très intelligent, très fort. Il est basé sur la taqiyya. Taqiyya, c'est un mot islamiste pratiqué par les frères musulmans, qui dit en français, si je traduis bien, c'est la dissimulation. Ça veut dire qu'on cache notre propre projet. Ce qu'on dit n'a rien à voir avec ce qu'on fait et on se prépare. Et là, je reviens au verset que je voulais aussi citer, qui dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. Là, c'est dans le Coran. En français, ça veut dire préparez-vous. Préparez-vous pour terroriser vos ennemis et les ennemis d'Allah.
Je trouve ça tombe dans l'idée de la préparation, cette dissimulation. C'est-à-dire, on cache notre projet, on se prépare pendant des années pour faire un attentat. D'ailleurs, le 7 octobre, c'était ça. Le retour des talibans au pouvoir 20 ans après leur disparition en 2001, ils sont revenus au pouvoir en 2021. Pourtant, tout le monde entier a pensé qu'ils sont disparus. C'est faux. Et les islamistes, ils existent ici, entre nous et avec nous en France. Ce n'est pas un discours de complot, c'est une vérité, car on creuse vraiment dans le sujet. Donc, je suis désolé. Pardon. Et donc, quand il brandit ce drapeau de la dissimulation, qui fait partie d'ailleurs du discours des frères musulmans et de Hamas, je pense que c'est basé aussi sur at-taqiyya et la dissimulation. Voilà. Merci. Page 169 de votre livre, vous faites état d'une véritable complicité entre les imams de France et la France insoumise. Pourriez-vous revenir sur les exemples qui illustrent ce propos, s'il vous plaît? En page 169 de votre livre, vous dites qu'il y a des liens entre les imams de France et la France insoumise. Qu'est-ce qui vous a permis de dire cela? Il y a plusieurs liens. D'abord, pour revenir à Ammar Lasfar, il a déclaré dans les années 90 qu'on va arriver au Parlement, à l'Assemblée nationale, avec élection, avec collaboration, même avec coup d'État. Oui, il a déclaré texto. C'est le même Ammar Lasfar qui a déclaré, suite à la loi contre le séparatisme, comme quoi nous, on croit à la loi 1905, à la séparation entre l'État et l'Église, et à la République, etc. Ils ont d'ailleurs la première déclaration, c'était en arabe. La deuxième déclaration, c'était en français. Oui. Donc juste pour éclairer plus cette dissimulation. Donc, durant les élections de 2022, pour les élections présidentielles, on avait un prédicateur extrêmement dangereux qui s'appelle Hani Ramadan. Hani Ramadan, qui est le frère de Tariq Ramadan, qui est appelé à voter Mélenchon. Et Hani Ramadan, comme vous le savez, il est interdit d'entrer en France. Il vit en Suisse à cause de ses propos toxiques et djihadistes et terroristes même. On a pas mal de prédicateurs. On a d'ailleurs les soutiens des chaînes islamiques. Al Jazeera, Al Mayadeen, Al Alam, c'est une chaîne iranienne pour la France insoumise. On a les autres associations comme Urgence Palestine, comme Perspective musulmane, ou d'autres qui ont appelé à voter Mélenchon, qui ont soutenu, disons, le parti, ont soutenu LFI. On a, lors les législatifs l'année dernière, on a un prédicateur extrêmement dangereux qui s'appelle Thomas Suleiman, qui a aussi appelé à voter pour ses députés. Donc quand on voit ces membres d'associations radicales, ces membres de djihadistes, islamistes, qui appellent à voter le seul LFI, parfois on se dit, ok, parce qu'ils sont menacés ou ils sont en insécurité à cause de la présence de, disons, un discours extrémiste ou qui les discriminise. C'est-à-dire, ils ne le font pas exprès. Mais plus tard, ce que je me disais à une période, c'est-à-dire, LFI, il est pour rien, par exemple. Si maintenant, une personne qui vient me soutenir, ou, si je suis député ou peu importe, il vient me soutenir, mais cette personne est raciste. Moi, je suis pour rien. Vous voyez. On peut dire la même chose. Ok, LFI est pour rien si elle est soutenue par ces islamistes. Mais c'est pas ça, en fait, le bleu dangereux. Le bleu dangereux, c'est quand il collabore avec ces islamistes à travers tous les éléments que je viens d'aborder. Et la raison principale de cette collaboration, c'est effectivement arriver au pouvoir. Selon les témoignages que j'ai rassemblés dans le livre, Mélenchon lui manquait environ 420 000 votes, 420 000 votes pour arriver au deuxième tour en 2022. Donc il compte sur les musulmans pour voter pour lui afin d'arriver au deuxième tour en 2027. D'ailleurs, aussi j'ai fait une enquête sur le nombre des musulmans votant pour Mélenchon ou votant en 2024 pour les élections législatives. En fait, beaucoup de musulmans ne votent pas pour LFI, ni pour la France. Ils votaient pour Gaza. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux.
Il y a, je termine sur ça, Najib Azirji. Najib Azirji a déjà fondé, il est le président de l'Union des démocrates musulmans en France. Ça veut dire que c'est le seul parti, à ma connaissance, un parti musulman en France. Et ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que suite à la loi contre le séparatisme et son application en 2021, il n'y avait plus de chance pour les partis musulmans, politiques musulmans ou islamistes en France. Mon analyse, à mon avis, c'est qu'après tout, selon tous les éléments que j'ai rassemblés, les islamistes, ils utilisent la France insoumise comme un cheval de Troie, c'est-à-dire ils sont cachés derrière ce parti pour arriver au pouvoir ou pour avoir des avantages politiques. D'ailleurs, ça c'était ce qui m'a vraiment fait froid dans le dos, c'était la déclaration de Najib Azirji. Il a déclaré dans un site arabe qui s'appelle Ultrasout. Et Ultrasout, c'est un site arabe qui appartient au Qatar, c'est-à-dire aux frères musulmans. Il a dit qu'il y a une collaboration entre des imams en France qui comptent sur la France insoumise. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin encore d'autres, des preuves? Vous mentionnez aussi l'influence du Qatar, soutien des frères musulmans et l'appui de la chaîne Al Jazeera à la France insoumise. Est-ce à dire que les liens entre islamistes et LFI sont alimentés par des puissances étrangères, selon vous? Oui, ça marche. Au moins, ils sont alimentés par une manière indirecte. C'est la suivante. J'ai vraiment calculé toutes les fois qu'une chaîne comme AG+, la branche d'Al Jazeera adressée aux jeunes, les fois où ils ont soutenu Sébastien Delegui et d'autres députés, les fois où ils ont fait la gloire pour le Hamas, les fois où ils ont même fait la gloire à Ahad Tamimi. Ahad Tamimi, c'est une ancienne emprisonnée palestinienne de la part du gouvernement israélien qu'il a déclaré suite à l'attentat de 7 octobre que vous allez même oublier ce que Hitler a fait avec vous. AG+, lui a donné la gloire. Oui. Et donc, médiatiquement, Al Jazeera et d'autres chaînes fréristes au Moyen-Orient, ils soutiennent sans réserve la France insoumise. Alors, par rapport au financement du Qatar, c'est-à-dire d'ailleurs, toutes ces chaînes, bien sûr, c'est de financement. Oui. Ils sont, AG+, moi, personnellement, je pense qu'il doit être fermé en France parce que sans arrêt, elle a deux lignes éditoriales. La première, c'est augmenter la haine envers la France, la traiter comme un pays arriéré, comme un pays dangereux, comme un pays sans sécurité, comme un pays islamophobe. Deuxièmement, faire la gloire aux islamistes et aux imams radicaux en France. On en a beaucoup d'exemplaires. Et la gloire aussi à la France insoumise. Donc ça, c'est le rôle du Qatar que j'ai vraiment constaté et que j'ai documenté. Avec tous les soupçons, là j'ai fini avec les éléments, là je parle des soupçons, qu'il est tellement envisagé que le Qatar participe aussi par rémunérer certains projets ici en France à la gloire ou au profil des frères musulmans et la France insoumise. Vous visez pas mal d'élus de la France insoumise d'extrême gauche qui participent à ces manifestations. Selon vous, est-ce qu'ils ont conscience de la dangerosité des personnes qu'ils côtoient, ou est-ce que c'est simplement une participation pour surfer sur Gaza par l'électoralisme, pour aller chercher l'électorat musulman? Et est-ce qu'ils ont vraiment conscience finalement de la radicalité de certains éléments qu'ils côtoient, selon vous, ou voilà? Vous voyez, 3 semaines avant la publication de mon livre, la maison d'édition Plan a reçu, et moi-même, une lettre de mise en demeure de la part de la France insoumise pour leur envoyer un exemplaire en 24 heures. Recevoir cette lettre ici, c'était vraiment très dur pour moi, parce que je pratiquais le journalisme pendant 7 ans en Syrie, et à chaque fois, quand je publiais une enquête ou un article, j'étais humilié. J'étais frappé même, parfois de la part des services de renseignement. Jamais imaginé que 13 ans plus tard, je tomberais sur des politiques qui voulaient me faire taire. Je vous raconte pourquoi je reviens vers cette histoire. D'ailleurs, la semaine suivante, ils ont fait une action judiciaire pour obtenir un exemplaire de ce livre. À ce point, ils ont peur. Un parti politique français
souhaite avoir un exemplaire avant l'apparition d'un livre en France en 2025. Moi, je suis qu'un journaliste qui fait son métier. Et bien sûr, 2 jours après, il y avait un procès que l'avocat, notre avocat, avec il y avait ils ont plaidé avec l'avocat de la France Insoumise et la justice a dit que la France Insoumise n'avait pas le droit d'avoir un exemplaire. Manuel Bompard a justifié cette action en disant qu'ils ont demandé un exemplaire parce qu'ils voulaient se préparer pour porter plainte d'affirmation. Mais comment ils savaient qu'il y a des d'affirmation sans lire le livre? Moi, je trouve que c'est... Désolé, mais pour être gentil, je pense que c'est vraiment de n'importe quoi. De quoi ils avaient peur, en fait, si ce n'était pas concret? Je pense à 1000% que la France Insoumise sait ce qu'elle fait. Ils savent tous ce qu'ils font. Ce n'est pas de l'aveuglement. Parce que, vous voyez, ça fait plus que 12 ans avec d'autres journalistes qu'on écrit des enquêtes, qu'on écrit des articles. Personnellement, ça fait même plus que 10 ans ici en France, j'écris sur ce sujet. Dans plusieurs journaux bien lus en France, comme l'Express, comme Le Point. Alors, la France Insoumise lire quand même. Elles peuvent lire ces articles comme tout le monde. L'année dernière, j'ai fait une enquête vraiment longue dans le Figaro sur le sujet. Pourquoi ils l'ont pas lu? Je pense quand même, quand nos députés ne lisent pas le danger de ces gens avec lesquels ils se manifestent jour et nuit, je trouve que c'est soit ils ne le savent pas, et ça les condamne, parce que tout le monde le sait maintenant qu'il y a un danger islamiste, et s'ils le savent, c'est encore beaucoup plus grave. Et à mon avis, ils le savent à 100%. Et pourquoi ils le font d'ailleurs? Je pense que l'idéologie, et je termine ça j'en parle dans la fin du livre, l'idéologie de la France Insoumise, et surtout Mélenchon, c'est de créer l'affrontement social. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils font. Quand une députée comme Sophie Chikirou dit que la Chine est un pays, ce n'est pas un régime en dictature. Mais c'est horrible quand même de dire ça en France. Comment on peut imaginer une députée française dit que la Chine n'est pas en dictature? Et est-ce qu'on pense que Sophie Chikirou le croit ou elle le fait juste comme ça? C'était un lapsus? Je ne crois pas du tout. À mon avis, il le fait exprès. Et toutes ces manifestations le font exprès. Mélenchon, qui est passé la semaine dernière, ou il y a quelques jours, pardon, avec Benjamin Duhamel sur France Inter, qui lui a fait un doigt d'honneur. Comment on peut accepter ça? C'est horrible quand même, cette vulgarité, cette intimidation, cette agression de la part de ces députés. Ils le font exprès pour créer le chaos en France, parce que Mélenchon vient d'un milieu trotskiste qui souhaite faire l'affrontement en France, diviser le peuple français pour le dominer et pour le diriger. Merci. Je vais terminer par une dernière question d'ouverture avant que le président laisse la parole aux orateurs de groupe. Vous dites que votre ouvrage a pour but de protéger les musulmans de France pris en otage par les islamistes et les partisans de LFI. Comment les pouvoirs publics, selon vous, peuvent-ils lutter efficacement contre l'islamisme sans stigmatiser les musulmans? Et avez-vous connaissance de mesures prises par des États étrangers qui seraient de nature à nous inspirer? Je commence par les exemples, par les États étrangers. Et peut-être vous serez surpris si je vous cite l'Arabie Saoudite. Non, mais c'est surprenant parce que l'Arabie Saoudite, c'était un pays. Moi, j'ai vécu 3 ans et demi en Arabie Saoudite pendant les attentats de 11 septembre. C'était un pays extrêmement radical, vous voyez, dans la société. Aujourd'hui, regardez comment ça a progressé. En Arabie Saoudite, en Émirats, en Égypte, et dernièrement, le mois d'avril dernier, même en Jordanie, vous imaginez, en Jordanie, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Qu'est-ce qu'on attend en Europe, en France, je me demande, franchement. Mais ils se présentent comme des terroristes. Leur projet est terroriste. Leur projet est radical. On ne peut jamais leur faire confiance. Vous imaginez, même en Syrie, ils ont demandé la réouverture de leur bureau suite à la chute du régime de Bachar el-Assad. Et les dirigeants sur place, qui sont islamistes, ont refusé. Ils n'ont pas refusé parce qu'ils n'aiment pas les frères musulmans. Bien sûr qu'ils les aiment, mais ils ne veulent pas emmerder ou déranger les autres pays, que surtout que l'Émirat et l'Arabie Saoudite qui financent aujourd'hui le projet politique ou aident financement les politiques en Syrie. Donc je pense que le premier action, c'est vraiment interdire les frères musulmans, les considérer comme une organisation terroriste en France. Deuxièmement, fermer toute association appelant à la haine, à l'antisémitisme
au séparatisme, à la gloire du Hamas, le moindre mot à la gloire du Hamas doit être interdit en France, fermeture sans aucune tolérance de ces associations. Et pourquoi je dis sans aucune tolérance? Pour revenir à la première partie de votre question, c'est pour protéger les musulmans. Les musulmans vivaient depuis toujours ici en France. Dans les années 90, il y avait beaucoup de musulmans. Est-ce qu'il y avait ces problèmes qu'on vit aujourd'hui? Je vous donne un exemple très vite de la Syrie. Vous savez, dans les années 70, ma grand-mère n'était pas voilée. La plupart des femmes en Syrie n'ont pas été voilées. L'islam politique n'était pas si présent en Syrie. L'islam politique, là je parle des frères musulmans, a commencé, une fois je suis tombé sur des photos de ma grand-mère, elle était à la plage avec ses potes, en train de s'amuser. J'étais tellement surpris parce que moi j'ai grandi dans un monde où toutes les femmes étaient voilées. J'ai demandé de ma mère, mais pourquoi mamie n'était pas voilée quand même? C'est bizarre. Et elle m'a dit qu'à l'époque, elle ne savait pas ce que c'était la vraie religion. Plus tard, une fois adulte, j'ai creusé dans ce sujet et j'ai découvert qu'une fois que les frères musulmans ont perdu la bataille contre le régime de Bachar al-Assad, à l'époque, plus précisément en 1982, ont commencé à être infiltrés dans la société, manipulés surtout les jeunes à l'époque, en se présentant une femme voilée comme une femme libre, une femme désirable, parce qu'elle garde son corps uniquement pour son mari. Une femme non voilée, c'est comme un objet, une femme sans valeur, etc. Petit à petit, les jeunes ont commencé de mettre le voile. Et le voile n'était pas une action religieuse. D'ailleurs, on n'a jamais été. C'est une action politique. Et donc, ils l'ont mis c'était comme un drapeau pour dire qu'on est croyante, qu'on est sunnite, etc. Ce que je trouve malheureusement tellement présent ici en France. Et je tiens à préciser, je suis contre l'interdiction totale de voile, pour ne pas être mal compris. Je pense que ça, c'est la première action, à mon avis, c'est-à-dire interdire les frères musulmans, fermer les chaînes appelant à la politique des terrorisme, et fermer toute association terroriste en France. La deuxième action, et à mon avis, c'est très importante, c'est cultiver la laïcité chez les jeunes ici en France, surtout les jeunes d'origine maghrébine ou d'origine dite musulmane. Vous savez, depuis à peu près 2020, ça fait 5 ans que je fais des ateliers d'écriture dans la banlieue parisienne, à Trappes, à Poissy, et dans les 50 ans en Yvelines, en collaboration avec plusieurs associations. Quand j'adresse à ces jeunes, en leur disant « Est-ce que vous vous considérez comme français ?» Ils me disent que non, on n'est pas français, on est algérien, on est marocain, on est musulman avant tout. Et pourtant, elles ne savent rien de l'islam, elles n'ont jamais lu le Coran, elles ne sont jamais allées en Algérie, mais ils veulent être étrangers, ils veulent être algériens pour ne pas être français, c'est tout. C'est-à-dire le sujet, la citoyenneté, la laïcité, être français aujourd'hui, chez nos jeunes, c'est un sujet arriéré, c'est un sujet colonialiste, c'est un sujet raciste. D'ailleurs, c'est ce qui alimente ou nourrit cette théorie horrible et atroce sont les gens comme Rima Hassan et la France insoumise. Moi, je pense que, premièrement, fermer toute association radicale islamique. Deuxièmement, cultiver la laïcité chez les jeunes par des ateliers d'écriture, des débats et des interventions. Franchement, y aller dans les villes les plus précaires en France. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour vos questions. Au niveau de mes collègues, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Dragon, pour le Rassemblement national. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Souleymane, d'être parmi nous et d'avoir donné des explications déjà particulièrement intéressantes. J'ai au moins 3 questions. Je vais vous les poser au fur et à mesure, sinon on va perdre le fil de la première. Dans votre livre, vous mettez en avant et vous expliquez les rapprochements, une partie de la gauche et les tenants d'un islam politique conservateur, voire avec les islamistes. Ce rapprochement peut sembler antinomique, notamment sur des questions telles que l'égalité entre les sexes. Comment qualifieriez-vous ce jeu, selon vous, qui sont, et passez-moi l'expression, les idiots utiles de qui ? Alors, dans votre livre, vous expliquez les rapprochements une partie de la gauche et les tenants d'un islam politique. Et ce rapprochement peut sembler totalement contradictoire sur les questions de l'égalité entre les sexes.
Voilà, puisque la gauche défend un certain nombre de choses, notamment sur le point de vue des femmes, ce que ne défend pas du tout et sont totalement opposés les islamistes. Vous voulez dire que la gauche ne défend pas l'égalité entre les femmes? Oui, la contradiction. Note, j'aimerais bien. Vous voulez que je réponde tout de suite ou j'attends? Non, mais c'est tout simplement ce que je constate chez. D'ailleurs, je préfère pas dire le mot gauche parce qu'on a des gauches. Je préfère dire la gauche radicale aujourd'hui, surtout la France insoumise. Par rapport à l'égalité femmes-hommes, je n'ai pas creusé dans le sujet, mais ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis aussi considéré en tant que réfugié malheureux, le petit migrant. C'est-à-dire, aujourd'hui, une bonne partie de la gauche, même pas, pire, me considère comme une personne récupérée par l'extrême droite, ou disons l'arabe de service. Ouais. Ce que je trouve tellement triste, parce que l'égalité fait partie essentielle des principes de gauche, et quand on stigmatise une personne qui fait son travail en tant que journaliste, en lui renvoyant tout le temps à son origine, je trouve que c'est du racisme et ça n'a rien à voir avec l'égalité, principe principal de la gauche française. C'est-à-dire, elle ne me considère pas comme un citoyen, comme tout le monde. Mais à propos des femmes et des hommes, la stigmatisation là-dedans, je n'ai pas creusé dans le sujet. Désolé. Vous avez parlé des jeunes musulmans ou d'origine maghrébine en disant qu'il fallait enseigner la laïcité tout à l'heure. Est-ce que... alors attendez, j'ai un problème. Voilà. Les discours séparatistes s'appuient souvent sur la mémoire coloniale pour culpabiliser et mobiliser une partie de la jeunesse, créant ainsi les conditions d'un affrontement social. Cette repentance n'est-elle pas également rendue possible par la complaisance ou l'inaction des gouvernements successifs en France? Oui, effectivement, ce que j'ai déjà répondu à cette question. Oui. En fait, ils envisagent de faire l'affrontement, augmenter l'affrontement et le chaos en France. Oui, pardon. Enfin, la dernière question. Les islamistes ont réussi à populariser l'amalgame selon lequel critiquer la religion reviendrait en fait à la remettre en cause ou s'y opposer. En ayant fait intérioriser cette idée à de nombreux Français, n'est-ce pas là l'une des plus grandes victoires de l'islamisme en France? Oui, en fait, la victoire de l'islamisme en France, quand ils imposent un projet qui change les normes sociales en France. C'est-à-dire quand on va dans certaines cités aujourd'hui, certains quartiers, on voit l'ambiance islamique, vous voyez, on change les normes. Cela vraiment n'a rien à voir avec des musulmans. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être musulman en France? Ça, il faut vraiment aussi préciser, vous voyez. Être musulman en France, on a une très grande diversité des musulmans. On a un musulman qui ne sort pas de la mosquée, on a un musulman qui boit de l'alcool, qui ne croit même pas en Dieu, or il est considéré comme musulman. On a un musulman qui traite l'islam comme une identité, un quatrième ou une quatrième, comme une culture. On a une musulmane voilée, une musulmane non voilée. On est 5 millions. Quand je dis on est 5 millions, parce que moi aussi je suis considéré comme musulman. Pourtant que je suis la dernière personne qui pourrait être musulman sur la planète. Je suis abbasé depuis à l'âge de 18 ans. Donc, envoyer tout de suite ou associer le mot musulman comme croyance à une race ou à l'immigration, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Donc, à mon avis, les musulmans de la France, leur créer une identité, c'est vraiment un projet islamique et de l'extrême gauche qui est inventé. Oui. Et les premières victimes de ce projet sont aussi nos compatriotes musulmans. Merci, Madame Le Grip, pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Merci beaucoup de votre présence et merci pour votre courage. J'espère que d'autres avant moi ont salué votre courage. On est heureux que votre maison d'édition soit allée jusqu'au bout et que votre livre puisse paraître. Alors, j'avoue humblement ne
pas avoir encore terminé votre ouvrage, je l'ai commencé, mais je ne doute pas que je le terminerai très très vite. Beaucoup de choses nous ont déjà été dites par vous-même, sont des choses que vous avez déjà écrites, qu'on peut lire dans votre ouvrage, et puis aussi dans beaucoup des interviews que vous avez déjà données. Et je suis heureuse de voir que la presse française s'est quand même fait, et j'espère va continuer à se faire l'écho de beaucoup de vos résultats d'investigation et de ce que vous exposez comme compromission, complaisance, accointance, complicité d'un certain nombre de cadres, membres notamment du parti La France Insoumise avec les réseaux islamistes. Et alors vous nous donnez quelques clés pour tenter de voir effectivement pourquoi cet alliage qui peut sembler si contradictoire entre une extrême gauche qui devrait effectivement être pour l'égalité, qui voilà, était plutôt à retrouver du côté de celles et ceux qui ne voulaient pas s'incliner devant des religieux. Et maintenant en accointance, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, avec des gens qui sont très religieux et qui prônent la théocratie. Il y a du cynisme électoral, il y a du clientélisme, il y a de l'opportunisme. Peut-être, finalement, vous avez fait allusion au second tour de l'élection présidentielle et aux quelques centaines de voix qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier. Mais quand même. Et puis les ingénieurs du chaos qui viennent attester effectivement de la stratégie suivie par notamment la France Insoumise pour l'affrontement et la conflictualité. Mais quand même, une fois qu'on a posé tout cela, quel est le dessein? Enfin, dessein D-E-2-S-E-I-M. L'objectif, c'est des uns et des autres. C'est l'islamisation de notre pays, c'est totalement transformé, mettre à bas la République, égalité, liberté, fraternité, laïcité, et remplacer cela par une société totalement islamisée qui, du coup, se retrouverait dans des alliances avec un certain nombre de puissances étrangères. Est-ce qu'il y a un autre dessein, un autre objectif? Non, c'est exactement cet objectif que vous venez aborder. Moi, je pense que le vrai scandale, ce n'est pas que les islamistes avancent, parce que c'est dans leur nature. Le vrai scandale, quand la France Insoumise leur ouvre la porte pour avancer, vous voyez. Parce qu'un islamiste, on ne peut pas attendre autre chose. Il s'avance partout en Europe. Vous voyez, en Égypte, on a pas mal d'enquêtes sur le sujet, au Royaume-Uni, en Allemagne même, etc., au Moyen-Orient, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mais cette complicité, alors justement, ce que vous avez évoqué sur le raison clientéliste de la part de LFI et la raison communautaire de la part des frères musulmans, et aussi politique, hein, parce que finalement, les musulmans votent, et ils le savent. Ouais. Donc c'est très clair. Et franchement, ce sujet a été tellement abordé ces dernières années. Maintenant, tout le monde est au courant. Moi, mon enquête, j'aborde absolument le sujet. Je vais très loin dans le discours d'Al-Qaradawi. Qaradawi, c'est un des fondateurs des frères musulmans, vivant à Qatar, qui a parlé à une période des îles musulmanes en Europe. C'est-à-dire que chaque petit groupe musulman font leur propre société en Europe. Et il a parlé dans un autre, toujours sur Al Jazeera arabe, il a parlé sur l'avenir des musulmans. Parce que les prédicateurs, enfin l'islam c'est une religion de prédicateurs. C'est-à-dire ils envisagent toujours que plus de personnes entrent dans l'islam. Finalement, on crée une société musulmane pour finir avec un État islamique. Et cela n'a rien à voir, encore une fois, avec les musulmans en tant qu'individus, vous voyez. Et je pense que tout ceci, on le voit aujourd'hui devant nos yeux. Mais mon livre, ce n'est vraiment... Moi, j'ai rassemblé les plus nombreux d'éléments concrets, vous voyez, pour mettre fin à cette tragédie, à ce danger qui nous entoure de plus en plus, et qu'on les voit et qu'on le constate, et avec des éléments vraiment concrets, vous voyez, les plus exclusifs, à mon avis. Par rapport à l'avenir, je pense que si ça continuait comme ça,
c'est-à-dire ça, on ne prend pas l'action, on n'interdit pas ces associations terroristes en France, on ne coupe pas le robinet qui s'appelle le Qatar, qui aide des chaînes islamiques en France, et on n'encadre pas la France insoumise ou les condamne pas. Je pense que ça va finir très très mal, surtout en 2027, vous voyez, parce qu'en 2027, on n'est pas loin d'avoir un affrontement très grave, oui, en France, parce que ces gens ne croient pas en démocratie. Je pense que la France insoumise ne croit pas en démocratie, ni dans la liberté de presse, ni dans la liberté d'expression non plus. Parce qu'ils ont fait pour interdire ce livre, c'est une preuve déjà. Merci. Merci, Madame Hoffmann, toujours pour le groupe Ensemble. Merci. Et je vais effectivement rebondir sur ce que vous avez dit et ce qu'a dit Constance Legris, et vraiment votre courage, parce que ça n'est pas simple de le dire, de constater que ce soit au stade des investigations que dans la publication. Et on a quand même la chance en France de voir que votre livre a pu paraître. Donc on a encore un espoir de combattre effectivement ces agissements qui ont un seul objectif, c'est effectivement le chaos. Moi, je voulais revenir juste sur 2 points, si vous avez une réponse à ces questions, c'est que cet islamisme radical et ces méthodes sont en fait aussi contre les musulmans. Est-ce qu'il y a 5 millions de musulmans en France? Est-ce que vous avez une idée de... Parce que ça passe par l'éducation, nécessairement par des livres, par des infiltrations. Est-ce que vous avez une idée effectivement du degré? Est-ce qu'ils ne s'expriment pas assez par crainte, ce qu'on peut comprendre, certains musulmans, ou est-ce qu'il y a vraiment déjà une infiltration importante, puisque l'objectif est un objectif politique, donc il y a des élections, vous avez dit 27, mais on a 26 avant, ce sont les municipales, et il y a effectivement un risque, parce que les élections municipales sont importantes, puisqu'on est sur le terrain, c'est beaucoup plus proche. Donc si vous aviez, je ne sais pas... des informations qui sont presque quantitatives sur ça, que ce soit au stade de l'éducation, parce que c'est un point absolument fondamental chez les jeunes, chez les tout-petits, et sur le degré, effectivement, j'allais dire, de dégâts, puisque ça touche la population musulmane qui est aussi victime de ça. Voilà. Oui, c'est un point important. Merci. En fait, donner la parole aux musulmans en France, mais tout en précisant qu'ils ne parlent pas en tant que musulmans, vous voyez. Ils parlent en tant que citoyens. Voilà. En tant que Français, vous voyez. Pour en parler, pour aborder ces problèmes. Et je pense que c'est très important aussi de se concentrer sur un sujet. Qu'on a le droit, en fait, de critiquer l'islam tel qu'il est en France, de critiquer le Coran, même de se moquer du Coran, se moquer de Mahomet. Ça doit pas être un tabou. Oui. Durant les ateliers d'écriture que j'aborde dans la banlieue parisienne, je trouve qu'ils ont ce sujet, vous voyez, ils ont ce sentiment, comme quoi qu'ils ont tellement peur de critiquer le Coran. Et quand, vous voyez, et quand on critique l'islam aujourd'hui, vous avez salué mon courage, et moi je ne suis pas courageux. Je suis pas courageux. Moi, je pratique ma citoyenneté. Je suis français, c'est tout. Et aujourd'hui, je critique l'islam. Peut-être après, je vais critiquer un autre. Pourquoi le seul islam, ou les musulmans, ou disons, doit être le sujet le plus grave en France, vous voyez, moi, je pense que tout ceci, ça stigmatise les musulmans en France, oui, avant tout. Ouais. Voilà. Donc, je pense que banaliser ce sujet, c'est très utile aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on parle tranquillement, en critiquant le voile, voilà, Charlie Hebdo, etc. Exactement, en critiquant toutes les religions, parce qu'on est dans un pays laïque, et ça c'est très clair. Et aussi tout en se concentrant, en cultivant cette idée de la laïcité chez les jeunes, que j'aimerais bien, je supplie nos politiciens de vraiment soutenir ces projets, parce qu'on est aujourd'hui, on est une majorité silencieuse. Il y a beaucoup de Françaises et Français qui sont engagés pour ce sujet, mais on n'est pas unis. Vous voyez, on n'est pas unis. On a pas mal de journalistes, on a des écrivains, on a des artistes, des acteurs, vraiment des influenceurs qui souhaitent aller dans la banlieue, mais ils ne savent pas comment faire. Vous voyez. Personnellement, je le fais parce que par engagement, en collaboration avec certaines associations, mais ce sont un cas isolé ce que je fais. Oui, c'est un petit projet, mais j'aimerais bien que ce soit vraiment un projet national,
C'est très important, vous voyez. Donc, en cultivant cette laïcité, je pense, c'est très, très utile de se concentrer sur l'idée suivante. C'est que la laïcité, c'est la seule chose qui protège les musulmans. Vous voyez, dans les années à la suite de la création de Daesh en Syrie, de la ville de Raqqa, la capitale de Daesh, se trouvait qu'il y avait des dizaines, même des centaines de musulmans, tellement pratiquants, même des femmes qui mettaient pas seulement le voile, mais même couvraient leur visage. Ils se sont échappés de Raqqa. Ils sont allés vers où? Soit dans l'autre zone contrôlée par les Turcs, et soit chez le régime d'Assad. Ils ont préféré Assad à Daesh. Pourtant, elles étaient tellement pratiquantes. Alors, imaginons-nous qu'un État islamique naît quelque part dans le monde. Même les musulmans ne vont jamais se porter ça. Donc, grâce à la laïcité, les musulmans peuvent pratiquer leur propre religion. Oui. Il faut vraiment cultiver cette idée. Donc, la laïcité, c'est pas contre vous, c'est pour vous, enfants. Pas d'autres questions, mes chers collègues. Ben, monsieur Suleiman, il me reste à vous remercier. Ah, pardon, Madame Le Grip, je vous en prie. Je vous en prie, chers collègues. Esprit d'escalier, si on peut encore abuser un peu de votre temps. Ni vous, ni nous ne sommes des théologiens, mais néanmoins, vous avez beaucoup parlé des musulmans qui vivent en France. Il y a l'expression islam des Lumières qui a quand même commencé, non pas à s'imposer, mais enfin à apparaître dans le discours, dans le débat public. On sent bien qu'il y a assez peu encore de bonne volonté, de gens qui essayent de défendre et de dire ce que pourrait être un islam des Lumières face à l'obscurantisme, effectivement, du fanatisme islamiste et des ténèbres. Est-ce que il y a le sentiment de peur, le sentiment de ne pas être compris, le sentiment de se mettre à dos les musulmans, des membres de la communauté musulmane qui amènent celles et ceux qui voudraient peut-être parler en faveur de l'islam des Lumières, dire un certain nombre de choses sur l'islam qui les amènent à être extrêmement silencieux. Est-ce que c'est parce qu'il y a des ingérences étrangères peut-être vous avez beaucoup parlé du Qatar, bien sûr, de la République islamique d'Iran, on pourrait en parler aussi. Le rôle joué par l'Algérie, pas toujours, pardon de le dire comme ça, pas toujours très très net à travers la grande mosquée de Paris. Voilà, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur celles et ceux qui pourraient avoir envie de parler et de propager l'islam des Lumières, entre guillemets, et qui restent malheureusement un peu trop en retrait? Merci. En fait, je pense qu'il y a des degrés de l'islam. Regardez comment je reviens toujours vers les pays majoritairement musulmans, comme Malaisie par exemple, oui, comme l'Émirat, comme Koweït, etc. Ils n'ont pas une fois qu'ils sont débarrassés de l'islam radical, c'est-à-dire des frères musulmans, ils n'ont plus ce problème. Oui. Pourtant, ils sont majoritairement musulmans. En France, on a une autre situation. En France, il faut avant tout, à mon avis, séparer cette idée, c'est-à-dire parler de l'islam uniquement en tant que religion, mais pas en tant que race. Parce qu'une fois aujourd'hui qu'on critique l'islam, ou un élément lié avec l'islam, on est accusé de paraître raciste. Mais depuis quand l'islam était une race? Vous savez, on avait besoin depuis la première révolution jusqu'à 1905. On avait combien de siècles pour arriver ou réussir à séparer l'État de l'Église. Or, c'était un autre contexte, c'était un autre débat. C'était un débat entre catholiques croyants, pratiquants, d'autres qui ne croient pas en Dieu, d'autres oui, etc. C'est-à-dire c'était un débat vraiment clair. Aujourd'hui, le débat est complètement différent. Aujourd'hui, il nous renvoie, ce que j'ai dit tout à l'heure à monsieur le député, qu'il nous renvoie toujours à une race, à l'immigration, à l'étranger, vous voyez, pour créer des tabous afin de ne pas critiquer une religion qui s'appelle l'islam. Et je pense que ça, c'est l'idée de l'islam des Lumières, et je pense qu'elle est intéressante dans le contexte que traiter l'islam à la maison, comme des rites, point barre. J'ai fait une enquête l'année dernière en visitant des librairies musulmanes en France, en France, dans la région parisienne. C'est une librairie à Argenteuil, ce que je cite d'ailleurs dans le livre, à Aubervilliers et à Paris. J'étais tellement choqué de voir des livres des prédicateurs interdits en Syrie,
interdits en Arabie Saoudite et ils sont vendus ici. J'ai découvert des livres d'Al-Qaradawi, mais c'est insupportable. Qaradawi, c'est un terroriste. D'ailleurs, Qaradawi même, il est interdit d'entrer en France. Hein. C'était Sarkozy qui l'a interdit. À cause parce qu'il appelle très clairement à faire des attentats, etc. Des livres d'Al-Qaradawi, des livres qui ordonnent à frapper les enfants, vous voyez, quand même. Tout ce qui moi, c'est très simple. Je pense que l'islam doit s'adapter à la République, et c'est pas la République à s'adapter à l'islam. Peu importe l'islam ou n'importe quelle religion. Parce que, voilà, point barre. Merci. Ces livres sont donnés ou vendus? Ils sont vendus? Que certains livres, figurez-vous que certains livres coûtent une fortune, parce que ça se voit de leur qualité, et ils sont vendus à un prix très très bas. Et j'ai essayé de contacter les libraires pendant des jours et des jours, personne ne m'a répondu. Enfin, bref. Mais j'ai fait une enquête. Très bien. Écoutez, M. Suleiman, merci pour ces éléments. Si vous êtes d'accord, vous pourrez compléter nos échanges en répondant par écrit au questionnaire qui vous a été adressé. Et puis, si vous avez des éléments suite à ces auditions que vous souhaitez ajouter, n'hésitez pas à le faire. Mes chers collègues, je vous remercie. La séance est suspendue. Nous nous retrouvons à 17h30 pour l'audition de la Direction nationale du renseignement territorial qui se tiendra à huis clos et dans la salle du 2e étage 65-66. C'est bien ça. Je vous souhaite en attendant une bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup.